NFT, Non-Fungible Tokens. Ces trois lettres ont secoué le marché de l'art depuis plusieurs mois maintenant. Ce n'est pas une technologie nouvelle, mais elle arrive dans le mainstream en présent. Pour ce panel, j'ai l'honneur d'être accompagné de Ariel Dubois, qui a fondé Ari Art Agency et qui est avocate au cabinet Briner Bunissos. À ses côtés, le docteur Mathieu Quignou, qui est à mon sens le plus grand expert européen du blockchain. C'est avec Mathieu que nous avons commencé à travailler l'année dernière sur un blockchain week-end qui a été annulé suite au Covid. Et nous préparons désormais un programme très excitant pour le mois de septembre. Et à ma droite, le professeur Touraj Ebrahimi, qui n'est nul autre que l'un des inventeurs du JPEG, format très utilisé justement aussi dans les NFT, qui va nous parler également du NFT 2.0 et de sa perspective sur le futur. Il est professeur à l'OPFL et directeur de Rayshaper SA, ici même à Crans-Montana. Pour commencer, Touraj, c'est quoi un NFT? Alors avant de répondre à cette question, laisse-moi ça l'art d'exprimer mes remerciements pour vraiment avoir organisé un panel comme ça. Il faut reconnaître que il y en a qui savent un peu plus sur NFT que d'autres, mais c'est un domaine nouveau. Pour répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'un NFT, il y a la réponse cliché. C'est une technologie qui est basée sur la technologie blockchain qui permet d'apporter ce qu'on appelle la scarcity, la rareté au monde numérique, ce qui est normalement pas possible parce que la copie d'un fichier numérique est égale à l'original. Ceci en fait a créé depuis 7 ans tout un nombre d'applications. Et on voit plus récemment, effectivement, qu'il y a eu un intérêt augmenté aux technologies NFT dans le domaine de l'art surtout. Et on voit quand même qu'il y a des choses qui se passent que certains appellent des folies et d'autres appellent des révolutions qui vont changer le monde numérique et redéfinir beaucoup de choses comme des notions, par exemple, de possession et des objets numériques. Depuis quand tu as commencé à t'intéresser à ça et pourquoi, en tant qu'avocat, c'est important pour toi de travailler sur cette question-là? Alors, il y avait déjà en fait tout un intérêt de l'écosystème dans la jonction entre la blockchain et l'art sous l'angle de la propriété intellectuelle, avec notamment ce qu'on appelle les preuves d'antériorité, c'est-à-dire l'équivalent des enveloppes solo, mais numérisées, intégrées sur blockchain pour pouvoir dire que voilà, on a créé telle œuvre à tel moment et l'intégrer sur ce registre distribué, infalsifiable. Il y a eu d'autres applications, bien sûr, avec les NFT, qui étaient plutôt au début dans les jeux vidéo. C'était des applications très, très intéressantes. Je pense aux CryptoKitties, avec une manière justement de générer en fait un nouveau jeton, une nouvelle unicité à partir de deux anciennes ou d'une seule. Donc une idée de reproduction en fait du jeton par lui-même et par l'écosystème. Donc c'est un peu parti de ça. Et ensuite, effectivement, là, il y a eu un engouement récent qui n'était pas forcément prévisible. On attendait plutôt dans l'écosystème propriété intellectuelle, blockchain, des choses arriver autour de la facilitation de la redistribution, par exemple, des revenus d'auteurs, ce type de choses-là, plutôt court-circuiter en fait les sociétés de gestion collective. Et finalement, c'est venu du monde du collectible et de la volonté en fait des personnes de profiter aussi de l'augmentation du cours du Bitcoin et de l'Ethereum, enfin de l'Ether, pour finalement spéculer dans d'autres champs peut-être plus amusants. Et c'était vraiment émergent à cette époque-là. Enfin, encore il y a 6 ou 7 mois, les plateformes étaient très peu utilisées. Moi, j'avais fait un article que j'avais rédigé en septembre. Et à ce moment-là, en fait, j'avais fait une petite veille sur le nombre la valeur en fait, de ce marché-là. On parlait à peu près de 300 000 euros par mois. Et quelques mois après, il y avait des œuvres qui partaient à 70 millions. Donc, c'est dire en fait le décalage à quelques mois près, finalement, dans l'intérêt de l'écosystème. Qui sont les acheteurs? Alors justement, on aimerait bien savoir. Par exemple, j'ai vu donc là une des œuvres de Beeple à l'écran. Apparemment, ce serait un Indien en fait qui a fait fortune dans la blockchain, qui aurait acheté ça et lui ne souhaitant absolument pas en fait convertir son argent en monnaie fiduciaire classique. Donc c'est aussi une manière de. Je pense qu'il y a une nouvelle symbolique aussi autour peut-être plus du crypto art que des NFT.
Bon, si on peut dire que c'est différent, hein. Il y a effectivement des artistes contemporains qui se revendiquent pas du tout en fait de la symbolique crypto-anarchiste, crypto-anarchiste, etc., qui vont utiliser des NFT pour monétiser leur travail. Et après, il y a effectivement des artistes vraiment qui baignent dans cet écosystème et qui vont en fait d'une certaine manière créer de nouvelles icônes. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que Beeple, à sa manière, c'est aussi un peu ça. Et les acheteurs, certains, ceux qui effectivement dans l'engouement aussi actuel au niveau des crypto-monnaies vont acheter. Ceux-là s'intéressent à ces nouveaux symboles, à cette manière aussi de penser la désintermédiation, penser l'alternative financière. Voilà, c'est des choses qu'on voit apparaître. Je trouve que c'est assez intéressant comme émergence. Et tu penses du coup vis-à-vis du marché de l'art, où est-ce qu'on va du coup maintenant avec l'engouement que ça a pris durant ces 3-4 derniers mois voilà. Disons que le paradoxe, c'est que la blockchain est pensée pour désintermédier aussi, hein, décentraliser. Mhm. Et là, on voit qu'il y a des acteurs qui réintermédient en fait. Hein. Ces plateformes de type OpenSea, SuperRare, etc., qui vont en fait donner un lieu d'exposition aux artistes, qui n'est pas forcément très lisible hein, pour les acheteurs, puisque les moteurs de recherche qui y sont associés ne sont pas d'une grande clarté. On ne sait pas réellement comment hiérarchiser non plus l'information. Il y a d'autres plateformes encore qui sont plus sélectives que celles-là, qui sont justement qui s'ouvrent quand même à des intermédiations. OpenSea est quand même assez ouvert, chacun peut intégrer dedans, mais certaines autres vont demander du KYC, donc vérification d'identité, presque un parrainage pour être intégré. C'est vrai que c'est un grand décalage avec, là pour le coup, le crypto-art, en tout cas la manière dont se conçoit l'écosystème à la base. Et on peut tout à fait imaginer en fait d'avoir des sites web comme des e-boutiques, des boutiques en ligne pour chaque artiste ou pour chaque galerie qui seraient directement intégrées et du coup qui ne rajouteraient pas un intermédiaire et plutôt auraient tendance à les limiter. Et après aussi ce que proposent ces plateformes-là, on s'aperçoit qu'elles se protègent elles dans leurs conditions générales d'utilisation et de vente et absolument pas ni le vendeur, artiste, galeriste, ni l'acheteur. Et que ces opérations-là qui sont en fait des opérations qui devraient être des opérations de vente, mais qui n'en sont pas réellement, puisqu'il s'agit juste de smart contracts, souvent sans personne identifiée au debout, hein, et par ailleurs sans objet en fait, explicite du contrat. C'est tout à fait annulable devant des juridictions, hein, la majorité du temps. Par contre, le vendeur n'est pas du tout protégé. La plateforme, oui. Donc, accompagner ces personnes-là en leur proposant des contrats types modulables, des smart contracts bien audités, c'est, à mon avis, comme ça aussi qu'on va structurer l'écosystème dans une logique qui est finalement compatible avec sa nature technique aussi. Il y a un côté un peu Wild West encore, c'est pas très sécurisé. Toi, tu es un spécialiste de la sécurité et de la confiance, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. À chaque fois qu'il y a eu une nouvelle technologie, au début, il y a eu le chaos. On voit ça dans l'industrie d'automobile. Quand ça commençait vraiment à décoller, il y avait toutes sortes d'automobiles avec toutes sortes de technologies. Il y en avait qui étaient basées sur le gaz, il y en avait qui étaient basées sur même l'électricité, qui revient maintenant. Il y en avait qui étaient basées sur l'essence, toutes sortes de formes, toutes sortes de choses. Ça a pris un peu de temps avant que vraiment le marché trouve son chemin et que ça devient mûr. Dans les NFT, c'est exactement la même chose. Et on est vraiment au début. C'est une histoire qui n'est pas encore complètement écrite. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile de vraiment avoir une conclusion aujourd'hui. Je crois que personne ne peut vraiment prétendre de savoir où ira NFT, que ce soit dans le domaine de l'art ou dans d'autres domaines où on peut l'appliquer. Mais on peut se poser des questions. Et quels sont les défis à soulever? Aujourd'hui, on est au début, comme j'ai dit. La situation est assez chaotique. Beaucoup de choses se basent sur des choses quand même assez fragiles. Quand quelqu'un paye des millions et des millions pour juste un certificat numérique, qui n'est même pas l'œuvre, c'est juste un pointeur vérifiable et rare, unique, qui pointe sur cette œuvre d'art et qui paye des millions et des millions pour ça, devrait quand même avoir confiance que la plateforme qui lui a offert cette possibilité existera dans 10 ans, existera dans 20 ans, existera dans 30 ans. Aujourd'hui, on n'a pas cette sûreté. Alors, prenez n'importe lesquelles de ces plateformes. Je suis contre aucune de ces plateformes, mais je donne juste l'exemple de OpenSea, par exemple. Qu'est-ce qui nous garantit que OpenSea va encore exister dans 20 ans?
C'est très bien, il y a eu énormément d'entreprises basées sur la technologie qui ont disparu. Et alors, avec la disparition, si ça arrive d'une de ces plateformes, où vont tous ces millions, où vont les preuves et les certificats qui sont basés sur le blockchain qui ont été créés par ces plateformes? Donc là, c'est une des questions. À mon avis, s'il faut résumer vraiment le tout, il faut créer un écosystème. Et de la même façon que, par exemple, dans la photographie numérique, il y a eu la même chose qui s'est passée. Donc, au début, dans les années 60 et 70, le monde a découvert que la photographie n'a pas besoin d'être basée sur des technologies chimiques et argentiques. La numérisation a commencé. Une des premières compagnies qui ont vraiment sérieusement étudié la chose était Kodak, une compagnie d'ailleurs qui n'existe plus. Hein, donc ça donne déjà... donc les inventeurs de la photographie, comme on le connaissait pendant 100 ans presque, ils ont disparu. Et au début, c'était chaotique. Donc chacun avait son format, chacun avait sa technologie, il n'y avait pas vraiment d'interopérabilité. Et il fallait quand même que les gens se mettent à un moment donné ensemble et créent, par exemple, la norme JPEG. Donc je parle des choses que je connais un peu mieux que les autres, pour permettre à n'importe quelle compagnie dans le monde, à n'importe quel service provider, d'utiliser un format, tout en étant sûr que ce format va être décodable, va être utile. Et pas seulement dans n'importe quelle autre compagnie qui utiliserait ces images, aujourd'hui, mais même dans 100 ans, même dans 1000 ans, s'il le faut. Donc dans NFT, il faut arriver à ça. Alors maintenant, moi j'aime bien parler de NFT 2.0. NFT 2.0 serait la même chose au point de vue d'utilisateur, mais ça apporterait 3 choses importantes. Premièrement, ça va résoudre le problème écologique en fait, de tout ce qui est basé sur blockchain. Et on doit en débattre d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des extrêmes, des vues extrêmes des deux côtés, et la vérité se trouve au milieu. Il faut qu'il y ait des technologies, mais aussi d'autres choses que la technologie pour établir la confiance aux gens. Hein. Pendant très longtemps, les gens, quand Internet a commencé à apparaître et e-commerce a commencé à apparaître, les gens hésitaient d'utiliser les cartes de crédit sur Internet parce qu'ils disaient « j'ai pas confiance, je donne mon numéro de carte de crédit et puis je sais même pas qui est-ce qui l'utilise, peut-être qu'ils vont prendre beaucoup plus d'argent que ce que j'ai voulu payer ». Donc, il faut vraiment établir une confiance. Donc, il faut pas seulement la technologie, mais aussi tout ce qui entoure la technologie. Je parle pas seulement de tout ce qui est des règles et des régulations, mais aussi de l'impact et l'aspect social des choses, l'aspect éthique des choses, l'aspect de protection de la sphère privée des gens. Et dernièrement, NFT 2.0 devrait en fait se baser sur une norme qui permettrait l'interopérabilité et qui va aider à créer un écosystème véritable. Dans ce cas-là, si une de ces plateformes qu'on utilise pour avoir des NFT disparaissent, d'autres plateformes pourront prendre la relève et on peut, si on a envie, passer d'un écosystème, d'une entreprise, d'un service provider à l'écosystème d'un autre de manière plus ou moins transparente. Mathieu, tu veux réagir là-dessus? Oui, mais je pense que c'est un vrai point, hein, parce que effectivement, hein, là, normalement, on est sur une seule la blockchain majoritaire dans ce domaine-là, c'est Ethereum. Normalement, ça ne devrait pas disparaître tout de suite. Il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle des swaps, c'est-à-dire de passer d'une blockchain à une autre en conservant en fait la même unité de valeur. Mais là, dès lors qu'on a des métadonnées qui sont liées en fait au jeton, ça complexifie la chose puisqu'on ne va pas avoir les métadonnées qui vont être swappées avec le jeton. Donc ça, c'est une première difficulté. Après, il y a ces intermédiaires que sont les plateformes OpenSea, SuperRare, etc., qui, elles, font des choix technologiques au niveau de l'endroit où le fichier, donc par exemple le JPEG, va être sauvegardé, donc sur IPFS, sur leur
leur propre serveur, etc. Si c'est sur leur propre serveur et qu'elles font faillite, effectivement, c'est un gros problème. Et là, effectivement, elles ont aussi leurs conditions générales d'utilisation, de vente, qui les dédouanent un maximum. C'est problématique et en plus, c'est en vrai décalage avec la philosophie, les possibles en fait, de la blockchain. C'est-à-dire qu'une structure qui veut travailler sur la blockchain, elle va faire en sorte quand même de donner en fait, tous les possibles aux utilisateurs et pas conserver des points de centralisation sur des points clés. Ça, je pense que même pour moi, on est dans de la publicité mensongère. On est vraiment à des seuils comme cela. Je pense que l'écosystème aussi est jeune, hein. Il y a une maturation, c'est des structures aussi qui ont parfois levé beaucoup d'argent en très peu de temps, donc qui recrutent, qui se positionnent, on voit le niveau aussi des conditions générales, c'est pas très élevé, il n'y a pas de KYC, ils sont pas non plus, enfin on voit qu'il y a eu des dépenses limitées au niveau technique, au niveau juridique, par contre au niveau marketing souvent l'amplification a pu se faire, et voilà, donc il y a un temps à mon avis de progression. Le cas de Kodak est intéressant parce qu'eux avaient en 2017 en fait une levée de fonds, une ICO, donc une Initial Coin Offering, une sorte de levée de fonds blockchain. C'était un peu du buzz, hein, mais l'idée c'était un peu aussi de repenser les modalités de vente des photographies, des images, des pics dans cet écosystème-là, avec à la fois les preuves d'antériorité, l'idée aussi d'utilisation de l'intelligence artificielle pour aller identifier les contrefaçons grâce à des robots d'indexation de type Google, en fait, où on va chercher sur différents sites des points en fait, avec une image identique et faire remonter cette information-là au photographe qui décide ensuite d'attaquer en contrefaçon ou non. Donc c'est intéressant de voir que des structures qui effectivement étaient en perte de vitesse totale parce que avec finalement un modèle presque de l'argentique, arrive à faire le pas en sautant presque le numérique vers le monde finalement qui retourne vers de la réification, de la rareté et cette possession quasi physique en fait du numérique. Parce qu'on en est là, c'est-à-dire que dans le monde classique, on a un support papier, on a un support, on a une sculpture. Après, on a l'épisode finalement du numérique, d'Internet. Et là, on tombe sur l'Internet de la valeur avec à nouveau une recherche de possession, de rareté, de collectible. Et effectivement, hein, il y a des points de fragilité à différents endroits, mais l'idée, c'est de les combler et aussi de dépasser l'idée de confiance. C'est-à-dire que la blockchain est faite pour assurer de la preuve. Et la preuve permet de se passer de la confiance. Et ça, il faut vraiment l'accepter. Bien sûr qu'il y a une confiance à créer pour que les gens s'intéressent à l'écosystème, mais il faut en fait qu'ils comprennent pourquoi il n'y a pas besoin de confiance et qu'en fait ils ont les preuves aux différents points qu'ils sont maîtres de la situation et qu'il y a eu une vraie capacitation. Et c'est une capacitation qui peut être citoyenne sur par exemple, tout ce qui relève de l'identité numérique décentralisée, ou dans le fait d'interagir en fait, avec des collectionneurs, avec des acheteurs, des artistes. Et toi, Ariel, qui viens du monde de l'art traditionnel, est-ce que tu vois maintenant des passerelles? Est-ce que les gens qui achètent de l'art traditionnel achètent des NFT? Ou comment justement les convaincre Je pense que ça dépend de quel type de collectionneur on parle. Mais après, je pense que oui, ceux qui collectionnent, qui sont un peu avant-gardistes et qui collectionnent déjà tout ce qui est digital art, donc les vidéos art, ça fait vraiment sens d'avoir un NFT, mais aussi d'un point de vue tout ce qui est certificat d'authenticité, il y a aussi pas mal d'artistes aussi qui sont intéressés de créer d'utiliser un différent médium en fait. Donc je pense que tout ce qui est NFT, c'est aussi un différent médium. Il ne faut pas le voir comme une crainte quelconque. C'est plutôt une aide, ouais, c'est une grande aide. Voilà. En parlant de différents médiums, donc Beeple c'est un JPEG, n'est-ce pas, Touraj? Mais Oui. les NFT aussi ont un vrai rôle à jouer dans les mondes immersifs en volume, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, c'est une question très intéressante que tu as posée. Quel est l'impact de NFT et le futur de NFT dans le monde de l'art? Alors, on sait très bien que le monde de l'art existe de manière l'art traditionnel, physique, depuis quand même des siècles et des siècles. Maintenant, c'est vrai que ce NFT dont on parle est beaucoup plus aujourd'hui centré vers le nouvel art, l'art numérique. Cet art numérique, pour l'instant, c'est plus ou moins le parallèle, on appelle de digital twin, hein, presque, le parallèle de ce qu'on connaît dans le monde physique. Beeple, ces photos auraient pu être prises
avec un appareil argentique mis ensemble. En fait, cette œuvre d'art aurait pu parfaitement se faire il y a 50 ans sans aucun problème. On n'avait pas vraiment des nouvelles technologies pour ça. C'est la même chose avec d'autres types de NFT qui sont vendus, des musiques numériques, des jeux, des courtes séquences de sport. Tout le monde a vu des exemples et des sommes faramineuses qui ont été dépensées là-dessus. Mais quelque part, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Derrière ces technologies, il y a vraiment un potentiel énorme qui n'est pas encore exploité. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on est dans le monde numérique, on n'a pas que des images, des vidéos et des sons de la même façon qu'on avait avant. On peut aller au-delà de tout ça. On peut créer des objets virtuels. On peut créer des objets virtuels qu'aujourd'hui, on peut regarder à distance avec des lunettes en réalité virtuelle, en réalité augmentée, de n'importe quel côté, et le mettre sur un mur de la même façon qu'on met sur un mur une peinture, ou mettre dans un coin comme un pot de fleurs ou un statue. Mais petit à petit, avec l'avancée de la réalité augmentée et des lunettes intelligentes, on va vraiment ouvrir un monde où on peut avoir des objets qu'on possède, qui ne sont pas physiques, et qu'il faut quand même avoir des technologies qui montrent qu'on possède ces objets, sinon on ne peut pas créer vraiment un vrai monde où il y aurait des échanges, il y aurait des valeurs. Donc il faut vraiment avoir une technologie. NFT pourrait être une technologie pour ce genre de choses. Alors dans ce monde-là, NFT ouvre vraiment des perspectives qu'on n'a pas aujourd'hui. On peut acheter à travers NFT ou une technologie équivalente d'NFT des œuvres d'art virtuelles et créer sa collection. Quand on invite quelqu'un chez soi, on donne droit à cette personne et à ses lunettes intelligentes ou ses lentilles intelligentes de voir sur le mur les objets qu'il faut. On peut même changer ses habits. Et il y a des exemples, en fait, que j'aimerais montrer, justement, qui le font. Par exemple, cet objet-là, Mars House, a été vendu pour $1,5 million. Alors, en Suisse, les maisons sont en général assez chères, mais on peut, dans beaucoup d'endroits dans le monde, acheter une vraie maison pour ce que c'est. Et d'ailleurs, pas l'artiste, mais celui qui a, donc, Matteo Sanz Pedemonte, qui était le modéliste qui a créé ce modèle sous la direction évidemment de l'artiste, Kim, et prétend même qu'on peut même construire ça avec la glace, etc. Donc ça peut devenir physique. Alors, c'est là où il y a cette passerelle entre le monde physique et le monde virtuel. Donc il y a un autre artiste qui s'appelle Andres Reisinger. C'est un artiste assez intéressant. En fait, lui, il a commencé à avoir l'idée de faire des objets virtuels. Par exemple, dans cet exemple-là, juste une chaise virtuelle. Et il a créé, en fait, une version réelle pour tous ceux qui achètent l'objet virtuel. Donc, vous aurez, si vous achetez le NFT, aussi l'objet réel. De nouveau, c'est une autre passerelle vers le monde physique. Et dernièrement, donc, ça peut rester aussi purement dans le monde virtuel à cause de la réalité augmentée et les technologies comme ça avance. Vous pouvez acheter des objets virtuels comme par exemple des sneakers, Nike l'a fait, Dior l'a fait, Gucci l'a fait. Alors aujourd'hui, on n'a pas des lunettes intelligentes, des smart glasses, mais on peut le faire avec nos téléphones mobiles. Donc je peux changer mes chaussures, avoir d'autres types de chaussures. Alors, je ne veux pas vraiment le porter et puis tout le monde ne pourrait pas le voir, mais je peux le mettre sur un réseau social. Dans ce cas-là, pour ne pas nommer le Snapchat. Et puis voilà, vous avez des habits que vous voulez, de la même façon qu'on change de filtre et on peut avoir toutes sortes de choses. Donc, NFT, en fait, ouvre des perspectives, déjà dans le monde numérique,
qui n'ont pas d'égal dans le monde physique. Et on peut imaginer toutes sortes d'utilisations vraiment très, très intéressantes et vraiment des possibilités de valoriser et d'avoir vraiment une économie autour de ça. Mais de la même façon que la radio n'a pas vraiment fait disparaître la presse écrite, mais qui l'a influencé quand même, il va y avoir à moyen et à long terme des impacts aussi sur l'art traditionnel. Bon, il y en a qui vont rester complètement dans l'art traditionnel et d'autres qui vont pivoter entre les deux. Et puis il y aura des endroits où il y aura vraiment une fusion entre les deux. Comme on voit, en fait, il y a des exemples, hein, peut-être pas à suivre, des gens qui ont numérisé des œuvres d'art et puis qui ont brûlé l'original pour ne garder que la version virtuelle. Ce n'est pas des choses forcément qu'il faut suivre comme exemple, mais ça montre en fait qu'il y a des passerelles qui se créent en fait entre le monde physique et le monde virtuel. Et d'un point de vue de création de ces NFT, on entend que ça crée beaucoup de pollution. Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Sustainable. C'est vrai. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment le NFT, mais c'est le blockchain qui est derrière, qui est supposé être pas vraiment eco-friendly, comme on dit en franglais. La vérité, c'est vraiment entre les deux. Parce que si on compare quelque chose comme Bitcoin, qui est quand même un réseau probablement un des plus gourmands en énergie, si on le compare avec l'extraction de l'or, on voit que ça consomme quand même aujourd'hui, de manière proportionnelle, presque 10 fois moins d'énergie. Donc tout est relatif. Alors, c'est pas forcément une raison pour dire non, alors c'est bon, on va rien faire. Donc il faut améliorer. Il existe aujourd'hui des architectures de réseaux qui sont nettement moins gourmands. D'ailleurs, le réseau Ethereum, qui est aussi sur une technologie basée sur Proof of Work, est en train de passer en Proof of Stake, qui va vraiment diminuer de 2 ordres de grandeur la demande énergétique d'Ethereum. Et si on regarde NFTs, NFTs sont en grande partie sur des réseaux Ethereum. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, pas autant que Bitcoin, mais c'est assez gourmand en énergie. Dans un an, ce ne serait plus le cas. Ce serait beaucoup plus raisonnable. Donc il faut prendre aussi un petit peu ces informations avec les précautions nécessaires. Ces extrêmes ne sont pas forcément vrais et la vérité se trouve au milieu. Les blockchain est gourmand en énergie, mais pas autant que certains en tout cas, prétendent l'être. Si on regarde dans le futur, en fait, parce que les gens ont tendance à acheter beaucoup de gadgets, de plein d'objets qui, eux, au final, dans l'ensemble, polluent énormément. Comme les mondes virtuels et réels se fusionnent, si on commence à plutôt collecter des objets digitaux plutôt que plein de gadgets inutiles physiques, ça fait une réduction d'impact environnemental. Si on est... Oui, et d'ailleurs, avec la numérisation du monde, il y a des gens, il y a déjà 20 ans, qui ont commencé à regarder quel est l'intérêt écologique, ils appellent ça LCA, Life Cycle Assessment, qui regarde, par exemple, si les journaux, les presses, par exemple, ne sont pas écrites, mais que ça devient complètement numérique. Est-ce qu'il y a un gain énergétique ou est-ce qu'il y a une perte énergétique? S'il y a un gain ou une perte, de combien? Et au niveau écologique, en fait, quel est l'impact de la chose? Donc, ce genre d'étude qui n'est pas limité uniquement à un NFT et même le monde de blockchain peut parfaitement s'appliquer. Et je suis pratiquement sûr, je ne suis pas au courant, mais je suis pratiquement sûr qu'il y a des gens qui le regardent aujourd'hui et qui sont en train d'analyser quel est l'impact d'un NFT basé sur toutes sortes de digital assets virtuels, pas seulement des images et des vidéos et des audios comme on connaît aujourd'hui. Et est-ce que finalement on n'est pas gagnant au niveau énergétique, tout en sachant que de toute façon, tout ce qu'on fait, le fait d'exister a un impact sur la planète. Hein. À chaque fois qu'on respire, on est en train de dégager des CO2. Donc, moi-même, en tant qu'artiste, j'ai beaucoup d'intérêt là-dedans et je crois que c'est une grande chance aussi pour transformer le monde, retransformer le monde de l'art et le monde du cinéma aussi,
parce qu'on est passé tellement dans un monde de streaming où il n'y a plus aucune valorisation de chaque contenu digitaux. C'est une espèce de boulimie en fait, de contenu sans plus rien posséder. Et les NFT peuvent permettre peut-être de changer ça et redonner valeur, entre guillemets, à un objet digital qu'on consomme. On va juste rouvrir les questions au public. Est-ce qu'il y a des questions parmi nos invités? Alors, une question qui porte sur la Chine. Donc, quand on connaît l'importance grandissante des acheteurs chinois, quand on connaît aussi l'appétence digitale des Chinois, mais qu'on connaît aussi la difficulté des Chinois à se procurer de l'Ethereum. Voilà, on a vu l'actualité des derniers jours par rapport à toutes les crypto-monnaies en Chine. Quels sont les enjeux autour de ce marché gigantesque et sur l'accès aux NFTs? C'est une vraie question, hein. Alors aujourd'hui, faut voir que Xi Jinping est très favorable à la technologie blockchain. Il a fait même un discours sur ça. Par contre, les ICO sont interdites depuis 2018, donc on ne peut pas lever de fonds sur crypto-monnaie depuis 2018, ce qui a été un vrai problème. Il y a même eu des remboursements des investisseurs chinois par des entreprises étrangères pour des ICO. Les sites d'échange, donc les endroits où on fait de l'achat-vente en fait, de crypto-monnaies, sont aussi interdits. Il y avait une très très belle structure chinoise qui était ensuite à Hong Kong, qui est partie en Europe en fait, s'expatrier pour pouvoir continuer son activité. Et là, on se trouve dans une situation où le minage, donc ce qui consomme effectivement beaucoup d'énergie sur Bitcoin, est quand même principalement localisé en Chine. Bon, c'est de l'ordre de 70%. Ça ne va pas être fermé a priori, mais il y a une pression écologique internationale qui est faite sur la Chine. Donc potentiellement, ça peut avoir des incidences à ce niveau-là. Concernant les NFT, moi je travaille beaucoup avec des Chinois et actuellement, je sais que plusieurs villes travaillent en fait sur... il faut voir qu'il y a deux marchés en fait, de l'art en Chine. Il y a, je schématise un petit peu, hein, mais il y a le marché vraiment de on va dire du patrimoine culturel civilisationnel chinois, qui est très très fort en fait, et avec une démarche aussi pour essayer de le rapatrier, donc en passant par des grandes maisons de vente étrangères. Et après, il y a une volonté de faire participer les Chinois à l'art contemporain. Donc acheter en fait des acteurs, des artistes contemporains chinois et les faire rayonner dans le monde. Et ce marché est, à mon sens, beaucoup plus petit que l'autre, hein, le second. Et c'est ce marché-là en fait qui est concerné en grande partie par les NFT, mais pas que. Là, justement, dans la posture chinoise, l'idée c'est aussi de créer des NFT sur le patrimoine culturel local. Donc ils vont aller à Suzhou, essayer de voir comment faire justement... Il y a beaucoup de choses aussi dans les NFT entre l'immobilier. Alors moi j'ai des clients qui sont soit dans l'art, soit dans l'immobilier, dans les NFT. C'est un peu les deux champs où il y a un intérêt parce que, donc, par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Decentraland, Mana, où on peut acheter en fait des parcelles numériques. Ça n'a pas grand sens aussi. Ça rejoint un petit peu cette idée d'acheter un bien immobilier. Et là, on achète des parcelles et on est le seul à avoir le droit de construire dessus. Donc il y a des galeries qui ont acheté ces parcelles-là pour pouvoir ensuite donner la possibilité à leurs clients habitués de venir en fait, découvrir les nouvelles œuvres, des inédits, etc., sur cet endroit où les gens se baladent. Et en fait, dans la démarche aussi chinoise des villes, c'est de faire des équivalents, de retranscrire en fait la ville, où par exemple tel lac avec autour tel jardin, etc., dans cet univers virtuel avec la possibilité de visiter. Donc c'est aussi une autre approche de la culture, parce que même au niveau de la création artistique, ils ne sont pas du tout occidentaux. Moi, quand je visitais des musées chinois en 2010 sur place, il y avait des copies dans les grands musées nationaux. Donc il n'y a pas ce rapport-là, et il y a une logique aussi de dépassement du maître, ou en tout cas de continuité dans le travail du maître, donc la copie est presque quelque chose de valorisé. Donc, et de plus en plus, ils se réaffirment culturellement, les Chinois. Donc à mon avis, ils ne vont pas forcément copier notre approche. Alors, c'est mon avis. Et ça se passera sur le DCEP, parce que la monnaie aussi nationale chinoise numérique qui est envisagée va être quelque chose de très fort, vraisemblablement. Ils vont être les premiers, ça va être la première grande puissance mondiale à avoir sa monnaie de banque centrale, et on pourra tout à fait avoir des NFT qui seront créés, générés sur le DCEP. Voilà mon avis. On va devoir conclure, mais c'était vraiment que le début en fait, de l'entrée de World X-Star dans le domaine des NFT. C'est un sujet qui nous intéresse énormément et on prépare un programme assez stimulant, justement avec Mathieu, Touraj et puis d'autres personnes ici pour le mois de septembre. Donc on va revenir là-dessus et on se réjouit d'en parler davantage. Merci à tous, merci à Ariane, Mathieu, Touraj et le public pour cette première session. Merci.